Au fusil d'épaule, là je fais du long terme, puis de temps en temps je viens voir où ça en est. Donc en fait là j'ai deux positions en cours qui datent depuis au moins la semaine dernière. Je suis parti short sur l'euro USD à 1,3431. Là je suis à 321 pips de bénéf. Et sur GPB USD, je suis parti à 1,5842 et là je suis à 164 pips. Ok, bah c'est excellent. Comment ça se fait que tu t'es mis au long terme? T'as eu des petits soucis en court terme? C'est quoi? C'est parce que t'avais plus le temps? Bon, en fait, c'est juste par rapport à la façon de vivre que j'ai, c'est que bon, bah, je sais, je me connais. Après, quand arrivent les beaux jours, je sais que je passerai moins de temps devant mon écran. Donc, j'ai voulu me pencher plus sur du long terme et finalement, je m'aperçois que c'est presque plus facile à suivre. D'accord, ok. Donc moi aussi, moi j'ai un compte démo, tu vois, à moyen terme. Actuellement, je suis également vendeur sur Eurodol. T'as des objectifs, toi, c'est par rapport aux positions que tu nous as données là, ou tu laisses courir? Bah là, franchement, moi j'étais vendeur à un 34-30, enfin aux alentours d'un 35. Là, je me suis dit on arrivait vraiment en haut de canal. Et donc bon bah vu qu'on est comment sur un canal baissier sur l'euro-dollar en long terme. 2 ou 3 mois, quoi. Alors les 1,20, qu'est-ce que t'as comme argument? C'est uniquement technique ou t'as également des arguments fondamentaux pour ça? Bah, déjà, je me base donc, enfin, quand même sur le canal et puis je dis en fondamentaux. Donc, je pense que c'est pour moi, il n'y a pas de raison que l'euro que l'euro ne continue pas sa baisse, quoi. Franchement, ça me paraît hyper logique d'aller chercher le bas de canal au moins cette fois-là, quoi. Alors les études graphiques, tu les fais en quelle unité de temps pour tes études long terme maintenant? Bah, je me base en weekly. D'accord, alors ce sur quoi tu paries, c'est le retour vers le support oblique baissier, c'est ça? Ou un support horizontal, notamment les plus bas, qui avait été marqué le 6 juin, enfin en juin quoi, 2010? Ouais, donc j'anticipe une poursuite de la baisse, donc c'est-à-dire l'oblique baissier, quoi. Aller rechercher l'oblique baissier. D'accord, très bien. Mais bon, après, si on arrive déjà à un 25, après je commencerai à voir à quoi ça ressemble. Ça serait déjà bien de prendre autant de pipes que ça, mais c'est assez intéressant. Donc j'ai quand même fait un petit truc assez sympa là. J'ai pris cet après-midi, j'ai pris 60 pipes sur le NFP. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc dans la journée, mais du coup, bah, je suis parti dans le bon sens. Que vu que pour moi, ça devait être baissier, donc j'ai pris quand même 60 pipes. Ok, bah c'est excellent. Le NFP, tu as travaillé sur quelle paire? Sur l'euro dollar? Ouais, ouais. Ok, donc c'est qui ton broker Bah, maintenant, je suis sur Oanda. Ok, ouais, moi aussi j'y étais. Du coup, t'avais pris des positions avant, c'est ça? Parce que moi j'ai pris une position pendant le NFP. Et c'est vrai que c'est très dur hein, de trader les news sur Honda parce que le spread est trop large. Donc c'est un bon broker en règle générale, je sais pas ce que t'en penses, mais par contre pendant les news, ouais, c'est vrai que c'est délicat quoi. Je vais aller chez un autre broker pour trader les news et puis j'aurai un compte au Honda pour trader le reste du temps en fait, je pense. Ouais, ouais, moi j'ai tradé avant la news. Moi je pensais pas. Dans les deux cas, je pensais que ça allait partir à la baisse, hein. Parce que j'avais prévu, comme je suis là depuis quasiment 2 semaines dessus, donc j'avais prévu la correction. Je me suis dit, il y a eu une correction logique après de tomber à 1,31, c'est remonté à 1,3260 et à 1,3260, déjà je m'attendais à ce que ça baisse. J'étais presque persuadé que ça allait retomber, quoi. T'es en réel? Ouais, ouais. Ok. Et du coup, pour gérer le risque à long terme, ça se passe comment? Est-ce que tu risques plus par rapport à ton capital? Parce que bah, du coup, je suppose que ça fait moins de rendement que du trading à court terme en revanche. En fait, j'ai prévu aussi de pyramider. Donc en gros, tous les 100 pips de gain, je reprends 0,1 enfin 0,01 Ok, ouais, je vois, donc tu pyramides. Pourquoi ça en fait? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de pyramider?
Parce que dans mon optique, je te dis, pour moi ça doit baisser au moins vers les 1,20. Donc je dirais au moins, bon, allez, sur un 1,24, je pense que ça devrait arriver au moins à 1,24. En fait, si j'ai fait le calcul en faisant ça, je devrais arriver au départ, j'ai fait un compte à 100 euros et si tout se passe, ça fonctionne bien, jusqu'au, je pense, ça serait mai ou juin, quoi. Si ça arrive à ce point-là, en pyramidant, je serai vers les 500-600 euros et après je repartirai sur autre chose. C'est juste pour gonfler mon capital. D'accord. Est-ce que tu modifies ton stop loss au fur et à mesure ou pas spécialement? Tu gardes un stop loss fixe? À l'heure qu'il est, j'ai pas encore touché le stop loss. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert, j'avais mis mon stop loss à 1,3550 sur l'euro. Et là, je pense que maintenant qu'il y a eu une première correction, je vais le mettre à 1,32, voire 1,33. Je vais le mettre à 1,33. Je pense que maintenant, pour moi, ça devrait plus remonter une deuxième fois. Ça devrait pas corriger jusque-là, quoi. Maintenant, je vais le mettre à 1,33. Je veux dire, si ça remonte au-dessus d'un 1,33, c'est qu'après, la baisse risque de pas être effective. Ok. De la population qui vit avec moins de 600 euros par mois. Le scénario de la fin du monde, le scénario de la fin du monde, il était justifié. Le scénario de la fin du monde en 2006, en 2007, peut-être à l'été 2011. Et vous avez une audience beaucoup plus grande en parlant de la fin du monde, en disant que l'euro va exploser et que les États. Pour l'instant, ça se passe pas. C'est une question d'audience, c'est simplement une question. Je trouve que le monde a quand même fait un parcours extrêmement douloureux et peu de créanciers ont perdu de l'argent, ce qui est quand même très rare dans une crise d'endettement. Beaucoup plus que les propriétaires d'actions d'entreprises globalisées qui ont réussi à maintenir leurs bénéfices, leur trésorerie record dans le monde des entreprises aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui les agents économiques qui prêtent aux banques. On rencontre M. Marguerite Total qui dit « Oui, moi je fais le métier de banquier ». Donc vous avez une inversion du paradigme économique qui consiste à dire que c'est le monde de l'entreprise qui aujourd'hui peut prendre le relais. Je ne sais pas s'ils vont le faire, je ne sais pas si les politiques économiques et si les trajectoires budgétaires vont le permettre, c'est la question. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était il y a 3-4 ans. Donc, le scénario de la fin du monde, moi je l'achète moi. On n'a jamais dit ça. Non, mais je l'achète moi. Mais malheureusement, enfin, ça vous l'achetez pas, mais malheureusement, il est pire que de la situation d'il y a 3-4 ans. C'est-à-dire le CAC 40 est à 3005. On a absolument déversé des centaines de milliards sur la tête des gens parce que ça faisait rire Monsieur Bernanke, ce qui était une bêtise hallucinante qu'on va malheureusement payer. Mais ça paye l'endettement des banques centrales. Non mais, c'est une évidence. Oui, mais vous pouvez pas. Dans l'épargne. Une fois que vous êtes surendetté, vous faites quoi? Soit vous annulez la dette. À ce moment-là, ça risque d'avoir des conséquences assez néfastes pour tout le monde. Soit vous continuez la fuite en avant que vous avez depuis 3 ans déjà, et à ce moment-là, vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez coincer. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit tous au niveau des Japonais, à 250% ou à 300% d'endettement? Non, mais il n'y a pas d'inflation. Croissance depuis 20 ans. Il n'y a pas d'inflation au Japon, c'est différent. Et non, mais il n'y a pas d'inflation. Évidemment qu'il n'y a pas d'inflation. François Mallet, et ensuite on prend la direction du François Mallet, avant la je suis pas le juge de paix. Mais c'est vrai que quand, je vais réconcilier un peu tout le monde, mais quand on voit la croissance des résultats et notamment l'analyse des cash flows, qui est un élément déterminant, c'est ce que les investisseurs regardent aujourd'hui, c'est vrai que la situation s'est très nettement améliorée au niveau des sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent acheter de la croissance. Parce que même si on est dans un scénario de croissance faible, ne parlons même pas de récession, allez, de croissance faible qui est le scénario actuellement, on va avoir de la concentration dans certains secteurs. Et puis, quand on parle de croissance faible, oui, dans les pays matures comme l'Europe, comme les États-Unis, sans doute en 2012, et je pense moi une reprise un peu plus forte en 2013. Mais dans les pays émergents, même si en Chine on révise en baisse de 8 à 7,5%, ça reste des croissances fortes, et il faut que la croissance reste forte dans ces pays. Donc il reste quand même des zones de croissance. On voit que les entreprises françaises, entre autres, sont plutôt bien implantées. Et puis il y a des possibilités d'acquisition qui sont pas négligeables et qui permettent d'acheter de la croissance pour les entreprises, si on revient aux entreprises. Pour ce qui est des États-Unis, quand même une chose, les statistiques du chômage, il faut quand même l'admettre, s'améliorent petit à petit. Et même si ça continue... Non, c'est pas vous mettra pas d'accord. Non, c'est pas prenez le BLS. Je suis désolé, mais c'est quoi le BLS, Olivier, en 30 secondes? BLS, c'est le bureau. D'accord, des statistiques. C'est un truc officiel. Ça n'a rien de. C'est pas de la marge qui les a publiés. C'est comme toutes les statistiques. Non, c'est pas comme toutes les statistiques. Vous êtes aujourd'hui.
vous prenez... Regarde la tendance. Vous prenez... Ben oui, non mais la tendance... Non, Quand vous partez de 20, si vous allez à 19,8, vous dites c'est merveilleux, mais ça n'empêche que vous avez un taux de chômage qui n'a jamais existé. Vous n'êtes nulle pas d'accord part aux États-Unis. On n'est pas là pour vous mettre d'accord, mais vous allez nous expliquer justement s'il y a des opportunités quand même dans ces marchés. Olivier surtout, hein, c'est vous qu'on attend là-dessus peut-être. Que faut-il acheter? À qui faut-il faire confiance? Avec le panorama que vous avez dépeint à l'instant. La réponse dans 4-5 minutes. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est Intégral Bourse et c'est BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et c'est l'heure du fixing à 17h30 à la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 0,4%, 3492 points comme chaque vendredi. À 7h, on retrouve l'analyse technique de tradingsat.com. Vincent Gann, bonsoir Vincent. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement pour vous cette semaine? Est-ce que ça a été une semaine intéressante? Alors c'est une semaine intéressante, surtout parce que c'est une semaine assez contradictoire, qui a commencé par une correction marquée pour les actions, suivie d'une reprise assez étonnante à partir de mercredi. Donc au final, on finit la semaine au plus haut. Il n'y a pas réellement de signaux techniques baissiers, mais malgré tout, c'est une semaine de rupture par rapport au rythme de marché qui se déployait sur les marchés depuis le mois de décembre dernier. Donc c'est probablement le point de départ d'une période de consolidation. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir combien de temps cette consolidation va durer et si derrière, on fera de nouveaux sommets ou si au contraire, on est en train de dessiner un top de marché pour les prochaines semaines. 3492 points au fixing pour le CAC 40 en hausse de 0,4%. Vincent, vous vous retrouvez dans 4 minutes pour débriefer ensemble cette clôture à la Bourse de Paris qui s'annonce positive. 17h31, on va vous redonner bien sûr les derniers éléments sur la Grèce, les dernières déclarations et réactions d'agences de notation. Mais d'abord, les États-Unis, on en parlait juste avant le fixing avec nos États-Unis. On a eu les derniers chiffres du chômage, en tout cas le rapport mensuel sur l'emploi pour février. Pauline Tademain. 227 000 emplois ont été créés le mois dernier aux États-Unis. C'est supérieur aux espoirs des investisseurs. Le taux de chômage, lui, reste stable à 8,3% de la population active. Emmanuel Dutheil, correspondant de BFM Business aux États-Unis. Emmanuel, l'emploi donne enfin des signes d'amélioration. Oui, c'est le 3e mois consécutif de création d'emplois supérieurs à 200 000. C'est la première fois depuis le début 2011 que ces créations d'emplois restent supérieures à ce seuil pendant 3 mois d'affilée. Le taux de chômage reste, lui, stable. Comme vous l'avez dit, Pauline, la population active a en effet augmenté autant que le nombre de personnes ayant un emploi, ce qui laisse penser qu'un certain nombre de chômeurs, jusque-là découragés, se remettent à chercher du travail, reviennent sur ce marché de l'emploi. Autre signe encourageant quasi. Alors ça on avait entendu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça on avait vu? Sur l'or ça devient timide, hein. Ça corrige légèrement mais rien de franc. Alors, tu as dit également que tu avais une prise de position à la vente à long terme sur le câble. Est-ce que c'est pas un peu... Alors c'est bien parce que si ça part dans le bon sens, et là en l'occurrence c'est bien pour le moment, ça multiplie tes gains, mais est-ce que c'est pas doubler le risque également, puisque on sait que le câble et l'euro-dollar sont quand même corrélés? Ouais, mais en fait sur le câble, c'est beaucoup moins long terme. Hein. Sur le câble, j'ai prévu de... Attends, je veux dire, il y a quelques temps j'ai d'arrêter mon pari. Normalement, moi, sur le câble, j'arrête à 1,55. Hein. D'accord, donc là, quels sont tes arguments et quelle est ton approche par rapport au câble, justement? Attends, écoute, faut que je retrouve mes trucs, parce que ça, c'est tout pareil, hein, c'est en weekly que j'avais travaillé, je te parle ça il y a 2 semaines, donc depuis, faut que je retrouve le truc. Ouais, donc en gros, voilà, c'est pour aller rejoindre une résistance qui a été souvent
qui a été souvent mise à l'œuvre, qui est aux alentours de 1,54,50 et c'est pour ça que moi j'avais prévu d'arrêter mon trade à 1,55. Alors tu parles d'un support, je suppose? Ouais, un support, c'est ça. On va regarder ce que ça donne hein, pour 54,50. Ce serait une zone de support, donc tu as quoi en hebdomadaire également ou c'est en journalier ici? Non, tu la retrouves en hebdomadaire, donc on y a été en mois de janvier, après c'était en novembre avant, puis après ça devait être en septembre d'année d'avant. D'accord, ok. Est-ce que tu pyramides là aussi ou non, celle-là c'est une position directe? Non, non, ouais, c'est une position directe. D'accord. Mais quand on regarde bien, il y a quand même une sorte de canal baissier quand même quelque part. Hein. Moi je suis parti parce que si tu traces un peu la ligne, il y avait un canal baissier, on arrivait en haut de ce canal. C'est pour ça que je suis parti à un truc. Mais je pense pas que ça puisse aller aussi bas. Enfin que la livre sterling se porte quand même mieux que l'euro, je pense. Donc je pense pas que ça baissera autant que l'euro. D'accord. Un petit mot, c'est là encore purement technique, il n'y a pas d'arguments fondamentaux derrière ou tu as quand même voilà, une analyse fondamentale par rapport à la situation économique Non, là-dessus c'est plus technique, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas vraiment les affaires au niveau de l'Angleterre. D'accord, ok. Et alors, donc par rapport à l'euro, il y a en plus un aspect fondamental, c'est-à-dire que tu penses que la zone euro va mal. On sait qu'aussi les États-Unis sont en difficulté. En quoi tu penses que le dollar pourrait conserver son rôle de valeur refuge malgré des difficultés? Bon, là on a des bons chiffres, etc. Mais bon, ça a un prix, hein, ils font énormément marcher la planche à billets. Toi, c'est quoi en fait? Tu penses que le dollar pour le moment n'a pas de crainte à avoir et va garder son statut de valeur refuge? Ce que je pense justement, il faut bien garder au moins une valeur refuge hein, au niveau des monnaies, et je pense que c'est le dollar qui gardera. Moi, je pars sur le parti là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment la dernière valeur, une des seules valeurs refuge en matière de monnaie. Hein. Toutes les autres, c'est plus à risque. Hein. Donc, c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je pense que le monde entier se base quand même sur le dollar. Voilà, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux actifs, on pense notamment au pétrole, mais à plusieurs choses également, qui sont négociables qu'en dollars. Et ça, je pense que ça va maintenir le statut de valeur refuge au dollar, malgré qu'il y ait la planche à billets qui tourne à plein régime. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi, et donc je partage ton point de vue. Hein. Pas sur le CAL précisément, mais sur l'euro-dollar, je suis également vendeur hein, à moyen-long terme, donc en suivant la tendance de fond. Après, je te dis, hein, maintenant, quoi qu'il arrive, je sais que je sortirai gagnant de ces trades-là. Hein, donc, j'essaie de profiter le plus longtemps possible, mais je pense que je suis parti quand même au bon moment. J'ai vendu, j'ai sorti au bon moment, je pense. Ah oui, tout à fait, ouais, tes prises de position sont bonnes là. Alors, ça, le match qui nous a rejoint. Plus 1 pour la valeur refuge du dollar, après, ça change quand même beaucoup les choses par rapport à ce que je faisais au départ. C'est vrai que, bon, voilà, tu as des journées, ça fait 2 jours que je voyais l'euro remonter. Bon, j'étais pas spécialement inquiet, mais c'est vrai que ça fait des journées à rien faire du tout, à pas trader. Puis quand on regarde, on se dit, bah tiens, ça avance pas vite, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de différent que l'intraday, quoi. Oui, c'est sûr, c'est autre chose, oui. Tiens, support horizontal sur Eurodollar, là on a testé précisément les précédents plus bas qu'on avait marqué le 7 mars dernier moi j'ai 8 heures de la plateforme, donc ça fait heure française 8 et 6, 14 heures française. Et pour le moment on rebondit pile dessus, donc on va voir si les acheteurs reprendront le marché ou pas. La pression à la baisse était très forte sur Eurodollar. Je pense qu'on va rebondir. Perso, moi, je pense qu'on va rebondir un peu dessus, une cinquantaine, 50 ou 60 pips, peut-être, même en fin de semaine, ça va se calmer, mais je pense qu'on ne remontera pas aussi haut que ce qu'on vient de faire les 2 derniers jours. Quoi. Et qu'on devrait casser cette résistance, ça devrait casser lundi ou mardi prochain. Support, tu veux dire, ouais. Support. Là, en l'occurrence, moi j'ai souffert aujourd'hui parce que j'étais acheteur sur Eurodollar.
Il n'y a rien de catastrophique, mais il y a quand même eu des pertes. Ouais, bah, j'ai vu ça, mais enfin, ouais, j'ai vu que j'avais pas vu que tu avais un compte réel maintenant, j'ai regardé ça. Sinon, tu étais quand même relativement bien parti depuis que tu as ouvert ton compte réel. Ouais, après, on verra, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, donc pour l'instant, je vais pas en parler plus que ça. Chaque soir, je le regarde. Je sais aussi que j'applique un type de stratégie qui implique des gains assez faibles et des pertes qui peuvent être plus importantes, donc forcément, ça se passe bien pendant longtemps. Après, il faut voir ce que ça donne quand on a des mauvaises séries aussi, quoi. Soit les acheteurs semblent vouloir se réveiller là, de nouveau. Il y a aussi une chose que j'ai vu aussi, quand tu te mets en weekly, l'eurodoll, si tu te mets en moyenne mobile à 20 jours, enfin à 20, c'est terrible, quoi. C'est hyper suivi, quoi. Et pour l'euro-dollar, je pense que, en fait, si tu veux vraiment bien t'en sortir, celui-là qui a depuis une paire de mois qui suit la moyenne mobile, il se fait entre guillemets des couilles en or, parce que c'est à chaque fois, dès que ça vient d'un côté ou de l'autre, dès que ça touche, ça rebondit ou ça repart, c'est assez impressionnant. Alors par contre, tu m'as dit la moyenne mobile 20 en quelle unité de temps, tu m'as dit? Tu mets en weekly. En simple ou en... Non, exponentiel. Et sur euro-dollar? Ouais. Ouais, moi j'ai pas un truc si bien que ça, parce que des fois on la casse et on accélère pas la hausse, on repart en dessous, etc. Là, je suis sur Rwanda, en fait, c'est ce qu'ils appellent MME. MME 20. Appliqué à la fermeture? Quand tu mets ajouter à l'étude, que tu mets MME et que tu mets 20, normalement tu tombes dessus. D'accord, ouais, le truc c'est que moi je suis sous MetaTrader 4 en fait. Toi t'es sous FX Trade. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais pas exactement la même chose, c'est pas grave. Alors, ça là. Match, le temps il y avait plus, ouais, il y avait pas beaucoup de trafic, ça motivait pas. Ouais, ça c'est dommage, Hermès. Alors 2 petites secondes, je réponds. Oui, allô? C'est leur fils, ouais. Non, ils sont pas là pour le moment. Merci, monsieur. Pub. Hop, donc ça on avait vu. Match, le revenant. Disait Karim, ça va depuis le temps. Faut bien revenir de temps en temps, disait Madge. J'ai plus le temps, vous avez beaucoup, là ça on avait vu. Faut persister à Metz. Alors Karim disait, si tu fais pas les analyses, le trafic risque pas de s'augmenter. Histoire se répète, réouvrir vos livres d'histoire, disait Goldster, donc toujours par rapport aux métaux. Hein. J'avoue, écoute, ceux qui ont confiance dans le papier seront ruinés, voilà la vérité malheureusement, même si je ne l'espère pas pour vous, disait Goldster. Ça trade aujourd'hui, moi j'ai tradé match, mais mal tradé aujourd'hui, donc ça arrive. J'ai fait pas mal de bonnes journées, là une mauvaise journée, on verra comment ça évolue par la suite. Sa confiance dans les papiers, ça on avait vu. En swing tranquillement. Goldster qui me disait, si vous n'avez pas compris avec les papiers en achat argent maintenant, avec ce que tout le monde observe, vous avez vraiment à vous faire du souci, ou alors c'est que vous n'avez rien compris avec vos papiers à effet zéro mes pertes. Goldster qui est vraiment très déterminé dans sa hausse. Tu t'en sors alors, voilà, ça on avait vu. Alors on va aller voir les points de vue des uns des autres. Bah, en l'occurrence il est quand même tard, hein. Il y a plus grand mouvement, donc c'est pas passionnant ce qu'il y a sur les marchés. Petite phase de correction. Je pense que moi je vais vous laisser là-dessus, donc je termine sur une mauvaise journée. Je vais essayer de négocier ça, vous pouvez suivre en direct les résultats de mon compte en cliquant sur
lien, donc le bandeau gris au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. La journée était intéressante, il y avait honnêtement des choses à faire, hein. Si on regarde en journalier, par exemple sur l'euro-dollar, on avait une très grosse bougie baissière. Donc ceux qui ont tradé simplement suivant la tendance, comme je le fais d'habitude moi, ont bien réussi, donc bravo à eux. Moi je n'ai pas été dans le coup, j'ai pas plus de regrets que ça, puisque sur l'or, on a eu une très belle phase de baisse, comme on a eu sur l'euro-dollar, sauf que ça n'a pas été suivi. Ici en journalier on voit, ça a entièrement corrigé, ce qui m'a mis dans la difficulté. À moi de gérer ça, je continue avec mes micro-lots, je continuerai encore un bon moment avec des micro-lots. Et puis on verra comment ça évolue, etc. Et au fur et à mesure, j'ajoute également du capital. Actuellement, on est à 686 €. Donc au fur et à mesure, j'ajoute des dépôts. Voilà, sur l'or, on avait une journée un peu particulière. Alors les autres positions, c'est le dollar face au dollar canadien. Donc là, on est en difficulté, même si on s'est un peu repris. Ça, je laisse courir. J'ai un stop loss, ça doit mal se passer. Comme sur l'euro dollar, on l'a frôlé tout à l'heure. Sur le dollar face au dollar canadien, ça doit mal se passer. Je sortirai, pas de problème. Euro dollar, donc je suis acheteur. Euro yen, vendeur, donc on perd 1,91 €, pas grave. AUDGPY, j'en ai une qui est au point d'équilibre, donc je vais couper. Voilà, je vais essayer d'alléger un peu le portefeuille avant le week-end. Donc on a pas mal de positions ouvertes, et donc sinon j'ai toujours une position, un micro-lot à la vente sur AUDGPY. Donc bonne soirée à tous, bon trade, et puis je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures sur willyours.fr. La semaine prochaine on aura deux invités, donc Karine de supportrésistance.fr. D'ailleurs tu peux mettre l'adresse si tu veux, Karine, sur le chat, qu'on retrouve depuis des années, hein, sur Vidéo Bourse, qui habite près de chez moi d'ailleurs, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. Donc il sera là mardi à 15 h. Autre invité sera Nicolas Chéron de FXCM, analyste chez FXCM, qui passe régulièrement sur BFM, on l'a entendu encore aujourd'hui, qui sera là mercredi à 14 h 45. Bon trade à tous, bon week-end, et puis à bientôt. Allô Padawan? Ouais. Moi je vais y aller là. Ok, bon, ça marche. Bon, je passerai une paire de fois la semaine prochaine aussi. D'accord, excellent, passe, hein, n'hésite pas. Moi je t'ai dit sur le compte moyen terme, bon c'est un compte démo parce que j'ai le compte court time qui est en réel, mais le démo il est le moyen terme il est en démo. J'ai deux positions ouvertes, une à l'achat sur euro franc suisse. J'avais pris au-dessus des 1.20 par rapport à la BNS, et puis parce que j'engrange des swaps positifs, et puis sinon j'ai à la vente euro-dollar, donc on est dans le même wagon pour ce trade, donc bon, je suivrai ça attentivement. Ok, bye, bon week-end. Ciao.